avec Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Lynn Berthollet, elle est présidente de l'association Épicène. C'est le premier colloque international sur la santé et l'intégration sociale des personnes trans en Suisse romande. Bonjour Lynn Berthollet. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Premier colloque international sur la santé et l'intégration sociale des personnes trans en Suisse romande à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi. Lynn Berthollet, est-ce que la transidentité c'est encore un sujet à débat en Suisse ? Malheureusement, un peu, oui. Oui, c'est un sujet de débat parce que dans transidentité, dans trans, il y a aussi transgression. Donc, il y a encore des gens qui ont l'impression que les personnes transgenres sont des personnes qui transgressent des règles. Des règles qui, en fait, n'existent pas tellement dans la nature. Il y a plus de 450 espèces qui ont des relations homosexuelles ou qui ont des individus dans l'espèce qui font des transitions de genre, enfin de sexe. Et donc, quand on parle de nature, la nature est plutôt ouverte à la transidentité ou transsexualité, comme on le disait avant, mais pas tellement dans l'espèce humaine, en tout cas dans l'espèce humaine judéo-chrétienne. Le colloque qui débute aujourd'hui jusqu'à le samedi, je le disais, 4 jours de débats, de rencontres, de nombreux sujets abordés, dont la prise en charge et l'accès aux soins des personnes trans. Quelle est-elle, cette prise en charge en Suisse actuellement ? Alors, elle est très médiocre. Il faut distinguer deux choses. Il y a la transition elle-même qui nécessite des soins spécifiques et des formations spécifiques. Et puis après, comme toute personne, une personne transgenre a besoin de soins médicaux. Un suivi, pas forcément d'ailleurs un suivi que opératoire, mais un suivi, on peut se casser une jambe, on peut avoir une cystite, on peut avoir mal au ventre, voilà. Et dans les deux domaines, la prise en charge est médiocre. Ça s'améliore pour la prise en charge des personnes. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas ou bien que le personnel n'est pas forcément adapté aux situations ? Le personnel n'est pas formé. Il y a 2 heures de formation sur l'identité de genre dans tout le cursus de formation des jeunes médecins, donc sur les 6 ans d'études, 2 heures. Pardonnez-moi, mais on a l'impression que pourtant la transidentité, c'est un sujet qui est de plus en plus présent dans le débat public. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a finalement une adéquation avec la formation de nos médecins. Oui. C'est ça. Ouais. Il y a très peu de médecins qui se forment et si on prend la chirurgie, c'est encore pire. Il n'y a aucune obligation de formation. Donc, autant un médecin qui veut opérer des mains ou des appendicites, après son cursus de médecin, son FMH de chirurgie, doit faire des Schwerpunkt FMH sur les domaines opératoires qu'il veut pratiquer. Autant pour la phalloplastie ou la vaginoplastie, il n'y a aucune exigence. Je veux dire que, pardonnez-moi cette question complètement naïve, mais que n'importe quel médecin pourrait s'improviser Non, n'importe quel chirurgien. Il faut quand même avoir fait la chirurgie. Mais oui, c'est le cas. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je vais citer l'hôpital parce qu'ils ont corrigé, mais au CHUV, le chirurgien qui faisait les vaginoplasties, s'il y avait un besoin d'interposition du côlon, c'est-à-dire prendre un bout du côlon pour faire le néovagin, c'est un chirurgien spécialiste de la main, mais c'est lui qui intervenait sur le côlon. Voilà, donc ça a changé en 2016, donc c'est tout récent. Et le problème, c'est qu'il y a 2 grands problèmes pour la chirurgie. Il n'y a pas d'exigence de formation, ça c'est le premier problème. Et le deuxième, c'est qu'il y a 3 hôpitaux qui pratiquent ces chirurgies en Suisse, ce qui fait qu'aucun des 3 hôpitaux n'a suffisamment de ce qu'on appelle de inflow, c'est-à-dire de patients. Voilà. Autre sujet important de ce colloque, la question de l'autodétermination des jeunes au plan juridique et médical. Ça, c'est un point qui touche particulièrement les parents qui nous écoutent peut-être ce matin. À quel moment on peut se dire, pardonnez-moi cette phrase, mais c'est vrai qu'on l'entend très très souvent et il faut la prendre avec tous les guillemets qui vont avec, mais à quel moment on peut se dire, est-ce que mon enfant ne succombe pas peut-être à un effet de mode en me disant cela et véritablement, il faut l'accompagner et aller jusqu'au bout ? Alors, je reformule votre question. À quel moment on peut se dire, est-ce que mon enfant ne succombe pas à un effet de mode ? Tous les parents doivent se le dire. Tous les parents doivent se poser la question. C'est normal. On se fait du souci. Quand un enfant vient dire « je suis trans », etc., c'est normal que les parents se posent la question et se disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» Ça, c'est tout à fait normal. Après, c'est là qu'il faut sortir de la posture idéologique et puis se dire il y a quelques médecins formés selon des standards de soins qui ont évolué depuis 40 ans, dont la dernière version est sortie il y a 2 semaines lors du congrès
de la WPATH à Montréal. Il y a un cursus à suivre pour justement trier ce qui pourrait être parfois effectivement un ressenti passager de ce qu'est vraiment une dysphorie de genre ou une incongruence de genre qui nécessite une souffrance, qui engendre une souffrance qu'il faut traiter. Cette souffrance d'ailleurs venant la plupart du temps du regard des autres et du regard violent de la société sur les personnes trans, parce qu'en soi, si on était juste considéré comme les autres, on souffrirait pas. On ferait notre chemin vers qui on est vraiment, et puis ça serait beaucoup plus simple. Pour terminer, Lynn Berthollet, il y a eu 2 conférences de l'UNI jugées transphobes qui ont été interrompues au printemps dernier. Je dis bien jugées transphobes parce que pour l'UNI, ce n'était pas le cas. Comment vous avez jugé cette intervention, ces interruptions ? Alors j'étais à la première conférence donc de mesdames Elia Chef et Masson qui ont écrit un livre qui s'appelle La fabrique de l'enfant transgenre, qui est un tissu d'opinions. Alors elles ont le droit d'avoir des opinions, sauf qu'elles l'habillent derrière nous sommes psychanalystes, nous sommes des scientifiques, etc. Mais quand on lit le livre, c'est que des opinions, pas étayées par de la recherche, etc. Et c'est vrai que ce livre est très violent à l'égard des personnes trans. Maintenant, moi je pense que dans un pays démocratique, les gens ont le droit de s'exprimer jusqu'à un certain point, qui est réglé par la loi. Alors on peut regretter que dans la loi, la transphobie n'ait pas été inclue en même temps que l'homophobie il y a quelques années, 2 ans maintenant. Mais c'est comme ça, et je pense qu'il fallait laisser ces gens s'exprimer parce qu'on a vraiment du matériel scientifique pour démontrer que ces opinions n'ont pas de fondement et qu'on peut assez facilement démonter ces prises de position. Merci beaucoup Lynn Berthollet, présidente de l'association Epicène, pour donc ce premier colloque international sur la santé et l'intégration sociale des personnes trans en Suisse romande. C'est jusqu'à samedi. Important, c'est ouvert à tous. Sur inscription. Mais ouvert à tous sur inscription. Et puis vous parlez de livres, on va quand même citer celui que vous m'avez gentiment apporté avec de magnifiques photos, Trans Epicène Photo, Noura Galper, je pense que l'on le dit ainsi. Et voilà, pour en savoir un peu plus sur le quotidien des personnes trans en Suisse romande. Merci d'avoir été sur notre antenne ce matin, Lynn Berthollet. Merci de l'invitation.